Eh, mais elle est toute belle. Qui? Bah toi, patate. Je parle pas au chat. T'as vu, il y a le petit chat? Oui, Tu es dans le fond. Quoi de mieux qu'un petit chat pour illustrer le sommeil? oui. En direct. Pourquoi je ne peux pas partir en direct? Allez, s'il te plaît. Sur Insta, là, je viens de recevoir une pub, enfin un truc pour Burger King, un truc pour McDonald's. Eh bah tiens, comme par hasard. Moi, je te dis, on a Je écouté, ne hein. me suis jamais abonnée à leur truc. Ah voilà, en direct. Je peux plus partager l'écran? Partage, partage. Ah bah ça y est, c'est reparti sur un bug technique. Diffuser en Oui, mais direct. ça, c'est ce qui fait notre charme. Si on n'a pas de bug, c'est pas nous. Je t'aurais pas trop. Ah si, voilà. C'est comme le port-salut, c'était marqué dessus. Alors, est-ce qu'une végétarienne a vraiment le droit d'utiliser cette expression? Alors, trouvez-moi d'autres expressions, s'il vous plaît, que je peux utiliser. Ok, super. Eh ben, on est en direct sur Facebook, on est en direct sur Instagram. Et je suis ravie de te retrouver, Karine. Nous allons donc parler aujourd'hui. Un plaisir. Nous allons donc parler aujourd'hui du sommeil. Tu m'avais manqué la semaine dernière. Bah oui, c'est vrai, on n'a pas fait de live la semaine dernière. Moi aussi, ça m'a manqué. Donc, on va se rattraper aujourd'hui. On va se... Eh ben, salut à tout le monde, salut les stars, salut Instagram, salut Facebook et salut YouTube, parce que cette vidéo sera, comme toutes les autres, diffusée sur YouTube d'ici à demain, normalement, si tout va bien. Si on n'a pas d'autres bugs techniques et que tout se passe bien pour le montage. Alors aujourd'hui, donc, on va vous parler du sommeil. Donc, on va faire une vidéo courte où on va parler du sommeil au sens large. On va expliquer un petit peu ce qu'est le sommeil, à quoi il sert. Et on va aborder quelques thèmes un petit peu en surface comme les rêves ou le sommeil et l'alimentation et d'autres sujets assez intéressants qu'on va développer par la suite sur d'autres vidéos. Donc, je pense qu'on répétera ça aussi à la fin de la vidéo, mais là, je profite de ce début de vidéo pour ne pas oublier après. Si jamais il y a des gens qui veulent intervenir, qui ont des choses à nous raconter sur différents sujets, surtout on fera un petit appel à des témoignages sur tout ce qui est parasomnie, donc tout ce qui est trouble du sommeil, notamment tout ce qui est en lien avec des cauchemars, des paralysies du sommeil, des insomnies, éventuellement des apnées du sommeil aussi, et tout ce qui peut venir troubler la nuit, en fait. Aussi quelque chose en lien avec les rêves. Alors, je coupe juste le son parce que je m'entends. Voilà. Tout ce qui est en Je lien. te vois à l'envers sur Insta, c'est normal. Nous sommes tête bêche. Alors oui, effectivement, oui. On est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a tourné les deux notre téléphone dans un autre sens. Alors attends, je vais tourner mon téléphone. On est bien comme ça, c'est rigolo. Hein, oui. Voilà. Super. Alors, nous revoilà dans le bon sens. donc voilà dans le bon sens. Pardon. Donc, je disais donc, oui, s'il y a des gens qui ont des témoignages à faire sur des rêves particuliers, on développera ça un petit peu plus tard, mais des rêves particuliers comme des sorties de corps ou des paralysies du sommeil ou des cauchemars vraiment très étranges. Alors, si vous voulez intervenir dans notre prochaine vidéo, par Zoom par exemple, ce serait vraiment génial. On va essayer de faire intervenir des gens pour nous parler de leurs expériences. Et si possible, de faire intervenir aussi un ou deux autres thérapeutes qui vont venir parler de leur expérience en tant que... Bah, ils auront d'autres choses, comme du chamanisme peut-être, ou d'autres approches un peu plus... enfin voilà, un peu différentes, tout simplement. Revenons à nos moutons. Oui, le sujet du jour, donc le sommeil, comme je disais tout à l'heure, les moutons qui vont très très bien pour essayer de s'endormir, hein, on va les compter. Et puis déjà, je vais juste vous rappeler un petit peu l'ordre dans lequel nous allons parler des sujets du jour. Donc, Verena, tu vas commencer par la définition du sommeil. Ensuite, moi, je vous expliquerai un petit peu les différents cycles du sommeil, à quoi ils servent.
Et puis ensuite, nous parlerons des différents rôles du sommeil, ainsi que des conséquences quand nous avons justement des problèmes avec notre sommeil. Donc voilà l'organisation de ce live aujourd'hui. Donc je te laisse la parole pour partir sur cette belle définition du sommeil. Alors oui, on va déjà partir sur une définition, j'ai envie de dire, standard et un peu scientifique. Donc finalement, le sommeil, c'est quoi? On passe beaucoup de temps, une bonne partie de notre vie à dormir. Il y en a qui s'y intéressent plus que d'autres. En tout cas, on est sûr que ce n'est pas une perte de temps. C'est quoi? Alors, c'est une fonction biologique qui est essentielle à notre vie, à notre survie. Elle permet aux êtres humains et à toutes les espèces de vivre tout simplement, hein, en mettant en veille certaines fonctions qui soient biologiques, physiologiques ou cognitives. Même les premiers êtres unicellulaires avaient déjà cette fonction de veille et d'éveil. Donc, il y avait déjà ce cycle et ce rythme qui était apparu aux toutes premières prémices de la vie sur Terre. Mais finalement, on a beau avoir étudié tout ça, même scientifiquement, ça reste un mystère finalement, hein, pour la science. Le sommeil reste un mystère. On ne sait pas à 100% à quoi vraiment ça sert. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup déjà de réponses, mais on n'a pas toutes les réponses encore à 100%. Il y a eu beaucoup de tests et d'expériences qui ont été faites sur le cerveau notamment, parce que le sommeil touche le cerveau, hein, en tout cas pour les scientifiques. Mais voilà, on n'a pas encore toutes les réponses à ce jour. On sait que le sommeil est indispensable pour récupérer, donc comme je disais, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il nous permet donc de maintenir des bonnes fonctions cognitives. C'est sûr que quand on a été privé de sommeil, on se rend vite compte qu'on est diminué au niveau mémoire, au niveau force physique, au niveau réflexe. Donc tout se met au calme et on veille automatiquement. Pendant qu'on dort, effectivement, nos limites et nos dépenses d'énergie sont aussi réduites. Donc, il y a une partie de notre corps, de toute manière, qui ne bouge plus. Il y a une partie du cerveau qui est, on va dire, inactif. Et ça permet vraiment à tout le corps de réduire les dépenses caloriques. Alors, aujourd'hui, on n'a plus tellement, dans notre monde actuel, des besoins de faire des réserves, en tout cas, peut-être pas pour la plupart du monde. Mais pour les animaux, pour les gens, on va dire, au Moyen-Âge ou même avant, et pour les personnes qui sont peut-être un peu, qui ont moins d'accès, on va dire, à la nourriture que nous, on peut l'avoir, c'est un moment où, effectivement, le sommeil va venir permettre de ne pas dépenser trop d'énergie. Donc, il a cette fonction également. On abaisse notre température quand on dort, donc ça nous met encore une fois dans cette fonction de veille. Mais il y a une partie du cerveau qui reste quand même active. Et c'est cette partie-là du cerveau qui va nous intéresser et qui va intéresser les scientifiques. Parce que pendant une période de la nuit, et ça je pense que tu en parleras un peu plus que moi Karine, on a une partie du cerveau qui est même très active. Le sommeil permet de faire quoi? Le sommeil il permet au corps humain de grandir. Il va permettre de libérer certaines hormones qui ont des liens avec la croissance. Il y a quelque chose dans le processus de mémorisation aussi qui se passe, c'est-à-dire que pendant qu'on dort, on a le système nerveux central qui va fonctionner d'une certaine manière, que ça va jouer un rôle justement sur ce processus de mémorisation. Il va y avoir comme un tri qui est fait avec toutes les expériences de la journée. Il y a des choses qui vont devoir être conservées, il y a des choses qui vont être éliminées tout simplement, et il y a des choses qui vont être conservées mais dans l'inconscient, parce que ce n'est pas le moment de les traiter, forcément, pour X raisons. Dans ces choses qui sont mises dans l'inconscient, il ne faut pas oublier que durant la journée, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe autour de nous, on le capte et on le perçoit, mais on n'en a pas forcément conscience, pour la simple et bonne raison que sinon on deviendrait fou si on s'attardait sur tous les détails de la vie. Mais cette récolte d'informations se fait quand même. C'est pour ça que souvent les rêves sont extrêmement riches d'informations. C'est tout ce qu'on finit par éliminer en fait. Ça, on reviendra aussi dessus. Donc, pour ce qu'on connaît du sommeil, il y a aussi tout le lien avec l'alimentation. Donc, ce qu'on mange, par exemple, va avoir une influence aussi sur un bon sommeil ou pas.
comment on mange, ce qu'on mange le soir, etc. Donc ça aussi, on y reviendra dessus plus en détail. Et par rapport au poids également, hein, le fait de bien dormir et d'avoir un repos qui est complet, ça permet de sécréter l'hormone de la satiété qui est la leptine. Et au contraire, et des expériences scientifiques qui ont été faites là-dessus, des gens qui auraient été privés de sommeil auraient tendance plutôt à prendre du poids et auraient de plus fortes concentrations de l'hormone de la faim, qui est l'hormone de la gréline. Ça, c'est hyper intéressant à développer aussi. Il y a un lien qui est logique, c'est-à-dire que si je ne dors pas assez, j'ai besoin de plus d'énergie, et l'énergie, je vais aussi la trouver dans la nourriture. Pendant qu'on dort, on a des cycles aussi de sommeil, de phases de sommeil paradoxal, etc. On aurait besoin de dormir entre 6 et 10 heures par nuit, à savoir qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de dormir plus. Il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil, suivant le moment de notre vie aussi, ça va varier. Quand on est bébé, enfant, adulte ou personnes âgées, on aura des besoins en sommeil qui seront aussi différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours adapté à nos besoins de sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 8 à 9 heures, mais qui, par leur capacité au sommeil ou tout simplement leur travail ou leur rythme de vie, vont n'en dormir que 6 ou 7 et qui auront du coup des heures desquelles ils seront privés de sommeil et qui vont avoir un impact sur leur santé. Alors qu'à contrario, il y a des gens peut-être qui vont dormir 5-6 heures par nuit et pour qui ça suffit amplement et qui seront en très bonne santé. Voilà, donc j'ai déjà fait une présentation un peu globale. Je pense que Karine, tu as des choses à rajouter par rapport au sommeil et surtout par rapport au cycle. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu les différents cycles qu'il y a dans ce sommeil. Tu as dit très justement donc, que chaque cycle, c'est entre 1h30 et 2 heures. Donc, on va enchaîner ces cycles, donc entre 4 et 6. On peut dire quelque part que chaque cycle est comme un train qui passe. Donc, quand on monte dans le premier train, il se passe quoi dans les wagons de ce train? Le premier wagon, ça va être l'endormissement. Donc, ça va être la période où on commence à bâiller, où les idées commencent à se brouiller, on ne sait plus trop à quoi on pense, on ne sait plus trop où on est. On va avoir cette sensation de somnoler qui va nous amener donc une réduction de la vigilance, la réduction aussi de notre tonus musculaire, ainsi que l'abaissement de notre rythme cardiaque. Donc là, on va vraiment rentrer tout doucement avec ce premier wagon dans le sommeil. Le deuxième wagon, ça va être le sommeil lent et léger. Donc c'est là où on entend, on comprend, mais sans pouvoir agir. On sent qu'on s'enfonce petit à petit dans ce sommeil. Pardon. Et donc l'activité de notre cerveau à ce moment-là est assez ample, mais commence à être lente. On a nos yeux fermés, on a peu de mouvements oculaires à ce moment-là. Et puis après ce sommeil lent, léger, on va rentrer vraiment dans ce sommeil lent, profond. Et là, c'est cette période où on n'entend plus rien. C'est cette période où vraiment on est dans… où c'est difficile de se réveiller. C'est aussi cette période-là où on va avoir les terreurs nocturnes et le somnambulisme. C'est aussi lors de ce sommeil profond qu'il va y avoir toutes les divisions cellulaires qui vont se faire et toutes les productions d'hormones qui vont justement travailler sur la croissance. Donc, c'est la phase la plus importante du sommeil. Et c'est une phase… Pardon, j'ai un chat dans la gorge. En parlant de chat qui dort, voilà. Donc, c'est une phase qui va durer environ 1h40 sur toute la nuit, hein, donc qui va être divisée en différents wagons selon nos cycles du sommeil et qui, sur l'ensemble de la nuit, va durer aux alentours d'1h40. Ensuite, notre wagon suivant, ça va être le wagon du sommeil paradoxal. Donc là, c'est là où on rêve. Alors, pas seulement, puisqu'on peut aussi rêver dans la période de sommeil lent, léger. On s'en aperçoit, par exemple, quand on commence à s'endormir. Vous savez, il y a des moments où il peut y avoir une image. C'est ça qui nous fait sursauter, parce que les rêves peuvent commencer à arriver à ce moment-là,
Par contre, on se souvient très rarement des images et des rêves qu'il y a à ce moment-là. Les rêves sont beaucoup plus présents dans ce wagon du sommeil paradoxal, où là, on va avoir une respiration assez irrégulière. On va avoir beaucoup plus de mouvements oculaires, ça on s'en rend pas compte, hein, mais où ça va beaucoup travailler et ça va travailler beaucoup aussi en fonction justement des rêves. Si on fait un rêve qui est tranquille ou si on fait un rêve au contraire où il se passe des choses pas agréables, là les mouvements des yeux vont être beaucoup plus importants. C'est aussi une période de la nuit qui, par rapport aux autres wagons qui durent à peu près le même temps, cette période-là va vraiment prendre de plus en plus de place dans le cycle du sommeil. C'est-à-dire que la durée de ce sommeil paradoxal va vraiment varier jusqu'au dernier cycle et va devenir de plus en plus importante. C'est-à-dire que, par exemple, sur un premier cycle, on va avoir peut-être 15-20 minutes de sommeil paradoxal. Et puis, sur les derniers cycles, on va peut-être avoir plutôt 40-45 minutes de sommeil paradoxal. Donc, cette période-là va vraiment augmenter en fonction du rythme de la nuit, en fait. Et puis, le dernier train, le dernier petit wagon, ça va être ce qu'on appelle la période de latence. Donc, c'est une période qui va être où il va y avoir deux choix, entre guillemets. C'est soit je descends du train parce que je me réveille, soit c'est juste entre deux cycles, c'est des périodes très très courtes de brefs réveils, hein, moins de 3 minutes, et où hop, je prends du coup le train suivant et j'enchaîne sur mon cycle du sommeil suivant. Alors, c'est des brefs réveils dont on ne se souvient pas hein, pendant la nuit, mais par contre, c'est souvent aussi à ce moment-là où si on ne prend pas le train suivant, et ben, où on va se réveiller et puis on va rester réveillé et puis on ne va pas arriver à se rendormir. Et bien oui, parce qu'on a loupé le train et on attend sur le quai de la gare que le prochain se présente lors du cycle suivant. Et donc, c'est pour ça que c'est après compliqué souvent de se rendormir. C'est soit on se rendort vraiment tout de suite après ce bref réveil, soit là, on va rentrer dans une période d'1h30 ou 2 heures selon nos cycles hein, à attendre que le prochain train se présente. Donc ça, c'est vraiment important de voir comment notre sommeil se déroule. Et en plus, en fonction du moment aussi dans lequel on est, il va y avoir des incidences sur notre réveil. Par exemple, si on se réveille dans une phase de sommeil profond, quand notre réveil, par exemple, sonne le matin, dans une phase de sommeil profond, vous êtes sûr que là, vous êtes dans le gaz pendant un bon moment. Parce que ça va être vraiment compliqué de revenir à notre état de veille. Donc, ça va être, il va me falloir 1, 2, 3 cafés. Ça va être, je mets 2 heures pour m'habiller, pour trouver comment je m'habille, etc. Donc, ça, c'est important aussi, du coup, de connaître ces différents cycles parce que ça va permettre aussi d'adapter notre heure de réveil en fonction de ces cycles pour être dans la meilleure énergie possible. Il y a des moments, il vaut mieux reculer son réveil d'1 quart d'heure, mais du coup, être dans une phase de sommeil où, si on se réveille à ce moment-là, on sera en pleine forme. Et du coup, on perdra du coup moins de temps pour tout le reste derrière, pour se préparer pour déjeuner, etc. Plutôt que de garder absolument cette heure-là, mais d'être complètement dans le coltard et du coup de mettre 1 heure derrière aussi pour se préparer. Donc ça, c'est vraiment important aussi de connaître nos cycles. Et puis, quand on vous donnera justement dans le prochain live nos petits trucs justement pour dormir, je vous donnerai justement des trucs pour savoir où sont nos cycles du sommeil pour pouvoir adapter notre réveil correctement. De la même façon, si je me réveille pendant la période de sommeil paradoxal, c'est là où je vais me souvenir le plus de mes rêves, forcément. Parce que je vais être en plein dedans et que du coup, dès que je vais me réveiller à ce moment-là, ça va revenir assez facilement. Et même, il y a des moments où on se rend compte qu'on ne sait même plus si on est réveillé, si on est encore dans le rêve, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus bien faire la différence entre justement ce rêve et la réalité. Là, c'est pareil, si vous vous souvenez de ces rêves à ce moment-là et qu'ils vous semblent importants, ayez toujours un petit carnet de notes à côté sur votre petite table de nuit, puis vous les notez. Parce que ces rêves-là, vous ne les gardez pas en mémoire très longtemps. Après, c'est des choses qui vont immédiatement repartir rapidement au niveau de l'inconscient. Et du coup, après, on ne s'en souvient plus. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a rêvé de quelque chose qui nous a perturbés, mais on n'arrive plus à se souvenir quoi. Donc, il nous reste le ressenti, il nous reste la sensation, mais il ne nous reste plus les images. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir juste un petit papier, un petit crayon. Et puis, si on sent justement un matin qu'il y a quelque chose qui peut être important justement à comprendre,
on le note vite, comme ça évite après qu'il repasse dans les oubliettes. Donc, ces différents cycles du sommeil vont vraiment permettre au corps de se reposer vraiment correctement. Parce que le cœur, le rythme cardiaque va aussi s'adapter selon ces cycles du sommeil. C'est-à-dire que pendant notre période d'éveil où on a un rythme cardiaque qui est plutôt rapide et régulier, dès qu'on va rentrer dans le sommeil lent, justement notre rythme cardiaque va vraiment descendre, se ralentir. C'est ça aussi qui va permettre justement aussi à notre température corporelle aussi de baisser. Et puis, dès qu'on est dans le sommeil paradoxal, par contre, notre rythme cardiaque va reprendre un rythme un peu plus rapide et encore plus en fonction du rêve ou cauchemar que l'on va faire à ce moment-là. Notre respiration, de la même façon, travaille différemment pendant ces différents cycles du sommeil. Dans une respiration qui est rapide et régulière lors d'une phase d'éveil, va commencer vraiment à partir lente et régulière aussi en sommeil lent, mais aussi va remonter à un rythme assez rapide et peut-être aussi irrégulier pendant cette période de sommeil paradoxal, en fonction justement de ce à quoi on rêve. Notre cerveau aussi va avoir donc une activité de plus en plus lente pendant la période de sommeil lent et de sommeil profond. Il se repose aussi pour faire ce qu'il a à faire au niveau du travail, notamment au niveau de la mémoire, mais à son rythme, tranquillement et sans être perturbé justement par d'autres choses qu'on lui demanderait de faire. Et il aura aussi une activité aussi plus rapide pendant cette période de sommeil paradoxal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des yeux, pas de mouvement oculaire ou vraiment très, très, très minime pendant le sommeil lent et le sommeil profond. Et par contre, là encore, des mouvements oculaires un peu plus importants lors de la période de sommeil paradoxal. Et la dernière chose, au niveau du tonus musculaire, il est très important dans notre phase d'éveil, forcément. Il devient très réduit dans la phase de sommeil lent et de sommeil profond et il est complètement mou dans notre phase de sommeil paradoxal. Donc, autant sur les autres fonctions, on voyait que dans le sommeil paradoxal, la fonction avait tendance à remonter au niveau activité, autant au niveau du tonus musculaire, dans le sommeil paradoxal, là, nos muscles, ils sont complètement hachés, ils ne réagissent plus du tout. Comme je vous disais, donc notre capacité d'éveil, elle va aussi beaucoup changer en fonction de ce cycle. Si vous êtes dans ce sommeil lent et léger, là, la capacité d'éveil, elle est assez rapide parce qu'on est encore quelque part en vigilance. Mais par contre, dès qu'on va tomber dans le sommeil profond, là, ça va être beaucoup plus compliqué de se réveiller, voire même très difficile. Et pendant ce sommeil paradoxal, c'est aussi difficile de se réveiller, sauf pour les nouveau-nés qui, au contraire, pendant cette période de sommeil paradoxal, vont être réveillés, eux, très rapidement, justement, par ces rêves. Donc, si on fait juste par rapport à ce petit train du sommeil, donc, sommeil lent, léger, j'entends les bruits autour de moi, je suis comme sur un nuage, mais je commence à y faire de moins en moins attention. Mon petit train qui passe, mon petit wagon qui passe dans ce sommeil lent profond, j'entends plus rien, je ne sens plus rien, je ne sais même plus si on me porte, si on me transporte, si on fait quoi que ce soit à côté de moi. La période de sommeil paradoxal, je rêve et je mémorise aussi tout ce que j'ai appris dans la journée. Donc, c'est une période qui est aussi très importante justement au niveau de la mémoire. Donc, voilà pour ces cycles du sommeil. C'est vraiment important, comme je vous disais tout à l'heure, de comprendre comment notre sommeil est organisé, comment il va évoluer au fil de la nuit pour l'utiliser justement au maximum de ses capacités, de nos capacités, pour être super en forme le matin. Super. Voilà ce que j'avais à dire sur ces cycles du sommeil. Magnifique. Alors, j'ai une petite question pour toi. Tu parlais justement des rêves des nouveau-nés. Alors, par exemple, quand on se réveille au plein milieu de la nuit, tu parlais aussi, alors je vais joindre deux informations. Tu parlais justement de ce réveil qui est fait à cause de certains rêves. En général, ce sont des cauchemars.
j'ai l'impression. Hein. Si on se réveille, c'est qu'on n'est pas très bien ou qu'il y a une espèce d'impression de danger. Enfin bref, il y a quelque chose qui va nous stresser un peu, qui va faire qu'à la place de repartir dans le sommeil, bah, on aura besoin d'allumer la lumière, on aura le rythme cardiaque qui se sera accéléré en vrai, donc du coup ça va nous réveiller un peu plus et on aura plus de difficultés à repartir. En général, ces rêves-là, on s'en souvient assez. Pourquoi? Parce que la mémoire, quand elle est liée, l'information, quand elle est liée à une émotion forte, elle se transforme en mémoire. Voilà. Donc, ces cauchemars, en fait, on va s'en souvenir plus facilement. Quand on se réveille pendant la nuit et qu'on a envie de noter justement son rêve, des fois, on a la tête complètement dans le coltard. C'est un peu compliqué de prendre un calepin et d'écrire, quoique c'est une super bonne idée. Comme petit truc, il y a aussi les enregistrements. Alors ça, avec les smartphones, c'est super simple. On peut appuyer sur dictaphone, on raconte vite son rêve. Enfin, vite. Souvent, quand on commence à le raconter, on a 3-4 souvenirs. Et puis, à force de le raconter ou de l'écrire, il y a plus d'informations qui arrivent. Et on a plus d'images et ça nous rappelle vraiment, on a plus de détails. Bref, il y a des applications qui permettent de le faire, ou alors on peut avoir un calepin à côté, c'est une très bonne idée si on a le courage de se mettre à écrire en pleine nuit avec la tête un peu en vrac, ou alors le Mais dictaphone. tu n'es pas obligé de tout écrire parce que comme tu disais très justement, Tu mets des il mots-clés. suffit que tu notes des mots-clés par rapport à ce que tu avais, par rapport à ce rêve, par rapport à ton ressenti, par rapport au personnage qui était ou autre, aux situations. Et effectivement, après, tu auras plus de facilité à refaire l'intégralité. Parce que le fait de faire sortir, en fait, notre cerveau, on a conscient, inconscient et on a une barrière entre les deux. Et pendant la nuit, cette barrière, elle diminue très très fort. C'est ça qui permet à l'inconscient de sortir et de nous créer ses rêves. Et dès qu'on va se réveiller, la barrière, elle se reconstruit. C'est pour ça qu'après, on ne se souvient plus justement de ce qui était dans l'inconscient et qui est ressorti et qui, hop, re-rentrait dans l'inconscient. Mais dès qu'on a commencé à amener justement au conscient, ça va permettre d'enregistrer ces informations et de pouvoir les restituer après facilement. C'est pour ça que juste écrire des mots-clés, c'est juste ramener au niveau conscient et du coup le garder au niveau conscient, ce qui s'est passé pendant la nuit. Ça permet de créer un fil justement entre l'inconscient et le conscient, ce qui permet d'aller repêcher l'information dans sa globalité. C'est très intéressant ce que tu dis. Visuellement, j'aime bien cette image de barrière entre l'inconscient et le conscient. Quand on rêve, tout paraît logique. Et quand on se réveille, on se dit, mais c'est complètement bizarre ce que j'ai rêvé. Pourquoi? Parce que quand on est dans le rêve, on a accès à son inconscient et l'inconscient, il n'a pas, comment dire, il n'a pas nos visions, notre dogme, on va dire, du mental, qui doit trouver un sens à tout. Donc, il y a l'ouverture qui est totale. Une tomate qui traverse la route, c'est OK, quoi. Dans l'inconscient, c'est logique. Dans notre conscient, avec notre mental, on voit ça, bon, bah, c'est pas réel. Bref, je voulais expliquer ça pour dire tout simplement que quand on revient dans quelque chose de plus conscient, de plus réel, et qu'on y impose le mental, l'inconscient, lui, il a parlé avec des symboles. Plus on va rêver de quelque chose de réel, genre je vais rêver, je ne sais pas moi, de mon accident de voiture, ça veut dire que l'info est passée de l'inconscient au conscient et que ça peut être éliminé par un rêve. Si je rêve justement de ma tomate qui traverse la route, par exemple, c'est symbolique. Et cette symbolique-là, elle a une signification dans l'inconscient, mais le conscient, ce n'est pas encore le moment pour lui d'avoir cette info. Donc, il va nettoyer symboliquement. Là, je parle déjà un peu plus des rêves. Je pense qu'on va développer ça quand on parlera des rêves plus en détail. Mais il y a vraiment ces deux messages qui sont pas du même niveau de lecture et de pouvoir noter juste des mots-clés. Même si ça paraît bizarre, ça permet justement d'aller repêcher l'info et d'aller retirer la mémoire du rêve. Et d'aller justement travailler dans cette symbolique, parce que comme tu dis, c'est ça, il y a deux types. Après. C'est soit un rêve qui nous sert à évacuer un événement qu'on a vécu, qui nous a marqué et où on a juste besoin de l'éliminer, de passer à autre chose. Soit ça va être un message, entre guillemets, de l'inconscient qui va nous dire, là, il y a un petit truc, tu dois un tout petit peu t'en préoccuper. Mais je te laisse deviner ce que c'est. Suspense. Voilà, mais ça permet de faire ce travail-là et d'aller travailler sur ses rêves. Ça peut être hyper intéressant parce qu'on a un accès direct à notre inconscient. Par rapport aux enfants,
Donc, par rapport au nouveau-né qui va se réveiller pendant sa phase paradoxale, tu disais que ce n'était pas forcément le moment le plus opportun. Est-ce que justement, c'est parce qu'il fait des cauchemars à ce moment-là? Alors, peut-être pas forcément des cauchemars. Alors, sûrement beaucoup plus des cauchemars que des beaux rêves, c'est évident. Euh, En tout cas, je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait ces images qui viennent et peut-être que ça peut être perturbant. Après, bien évidemment que plus ça va être dans le cauchemar, plus ça va être dans quelque chose de violent, plus ça va être dans quelque chose qui amène des émotions comme la peur, comme la tristesse, bien évidemment que là, il aura besoin de se réveiller pour se rassurer et puis surtout pour avoir maman ou Oui. papa qui viennent aussi justement rassurer à ce moment-là et remettre cette sécurité du « ok, tu peux te rendormir, tout va bien se passer ». C'est en sécurité, tout va bien, oui. Ces réveils, on sera vraiment plus dans qu'est-ce qui se passe. Là, je suis dans un monde que je connais pas du tout. Déjà que le monde dans lequel je suis arrivé, je le connais pas parce que pendant 9 mois, j'ai été nourri, j'ai blanchi et tout allait bien. Donc déjà que c'est perturbant d'arriver à ce moment-là. Clairement. Et en plus, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va remettre en cause justement cette sécurité et le fait d'être bien, d'être protégé, d'être tranquille, forcément, à ce moment-là, il y aura besoin peut-être d'une aide extérieure, peut-être sûrement même, d'une aide extérieure pour recalmer et puis permettre justement au bébé de récupérer le train suivant. Oui. Mais c'est aussi peut-être ce qui fait que les mamans sont réveillées un peu plus souvent. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a des moments, c'est un peu plus long aussi à rendormir parce qu'il faut aussi attendre souvent le train suivant. Et puis, s'il y a eu un ressenti émotionnel très fort, forcément, ça ne va pas non plus se calmer en 10 secondes. Et oui. Et j'imagine que plus l'enfant encore que nous, parce que nous, on a eu l'habitude de canaliser les informations. Je parlais du fait justement que quand on vit notre journée, on reçoit énormément d'informations visuellement, de manière auditive, ou même au niveau des sensations, des émotions. Il y a plein de choses qui se passent qu'on ne conscientise pas forcément, on n'a pas l'impression d'intégrer. Mais encore plus pour un nouveau-né ou un très jeune enfant, pour qui tout ça est nouveau. Et il n'a peut-être pas encore cette capacité à faire correctement le tri, ce qui fait que tous les moindres sensations, les moindres détails vont venir perturber aussi. Il n'aura pas forcément la référence ou les informations pour expliquer ce qui s'est passé. Donc peut-être au niveau émotionnel, plus de peurs qui vont se libérer pendant la nuit. Et du coup, ce besoin d'être rassuré et d'avoir maman qui vient dire que tout va bien. Et faire un gros câlin et un gros bisou. Faire un gros câlin. Là, on est reparti un peu plus dans les rêves, effectivement. C'est vrai que c'est une partie qui est quand même extrêmement intéressante. Et il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément se souvenir de leurs rêves ou qui ont l'impression de ne pas rêver. Alors, je pense que tu l'as souligné, mais on rêve de toute façon pendant notre sommeil, quoi qu'il arrive. On rêve de toute façon dans tous les cycles, dans tous nos cycles pendant toute notre nuit. Hein. Donc, on a un cycle de sommeil paradoxal à chaque cycle. Donc, si on a entre 4 et 6 cycles, ça veut dire qu'on va rêver 4 à 6 fois. Voilà. Et à ce moment-là, on ne peut pas se souvenir de tous les rêves, mais par contre, on peut faire un travail pour s'en rappeler. Donc, le fait de le noter au réveil, c'est génial parce que ça va nous obliger à chaque fois à aller reprendre le rêve et se forcer pour reprendre les informations. Et ça va entraîner notre cerveau à le faire au réveil. Donc, si vraiment vous avez envie de travailler sur la symbolique de vos rêves, sur l'interprétation de vos rêves. Donc la semaine prochaine, normalement, on aura un invité qui va pouvoir nous parler aussi d'interprétation des rêves, symboliquement ou pas. En psychologie, c'est fait beaucoup. Je reviens à mes moutons. Donc, je repars à chaque fois. Mais ça me passionne, en fait, ce sujet des rêves. Donc, je peux en parler pendant des heures. Alors, en fait, nous n'allons pas faire le live la semaine prochaine sur les rêves. Nous faisons le live aujourd'hui. Les deux, mon capitaine. Non, on va faire le live la semaine prochaine. Mais c'est bien en introduction, pour savoir un petit peu les sujets qu'on va amener. Ça sera surtout par rapport aux témoignages, aux gens qui auront envie d'intervenir et aux invités qu'on aura. Donc, on peut parler des troubles du sommeil, qui sont effectivement tout ce qui est troubles cliniques du sommeil. Donc, on va avoir l'apnée du sommeil, par exemple,
on ne sait pas trop pourquoi. Il y en a, c'est pour à cause du surpoids ou alors problème de cloison nasale. Enfin, il y a plusieurs théories par rapport à l'apnée du sommeil, mais c'est très handicapant. Les gens qui vivent ça vont avoir besoin de dormir ensuite avec des machines. Il y a 5% en France, parce que je connais que les statistiques du coup de la France pour l'instant, 5% des Français apparemment qui auraient de l'apnée du sommeil, mais qui ne seraient pas forcément médicalisés. Quand je dis médicalisé, c'est en tout cas dormir avec un appareil qui permet de respirer correctement. Les apnées du sommeil, donc c'est le fait d'arrêter de respirer pendant quelques secondes pendant la nuit, sauf que c'est des secondes qui se répètent. Et quand on manque d'oxygène comme ça régulièrement, ça peut avoir énormément de répercussions au niveau physique et psychologique. Ça va déjà nous donner un mauvais sommeil. Du coup, ça va nous perturber. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on se réveille très fatigué le matin alors qu'on a passé une nuit de 8 à 9 heures et du coup, on ne comprend pas pourquoi on est fatigué. Ça peut être un des symptômes. Parce que si on ne dort pas avec quelqu'un, on ne se rend pas compte forcément qu'on fait des apnées du sommeil. Donc, s'il y a des réveils qui sont difficiles et qui durent, c'est bien d'en parler avec un médecin, par exemple, qui pourrait diagnostiquer ce genre de choses. Il y a des appareils après qui permettent électroniques, qui permettent de vérifier si on se réveille plusieurs fois pendant un cycle, par exemple. Donc, ça va avoir des répercussions sur le poids aussi. Comme je disais au départ, le fait de bien dormir, ça va permettre de sécréter l'hormone de la satiété, donc la leptine, alors que si on dort beaucoup moins, finalement, on va avoir besoin de plus d'énergie et de manger plus pendant la journée. Et on aura plus faim parce qu'on aura la gréline qui va aussi augmenter. Donc, on aura cette sensation de faim. Ce qui est paradoxal parce que du coup, plus je prends du poids, moins j'arriverai à dormir pendant la nuit. Parce que quand on dort, on va avoir une pression qui va monter. C'est comme pour les gens qui ronflent, par exemple. Ça peut venir du poids qui vient se répercuter sur le haut. Et en plus, si on a une mauvaise position, qui vient bloquer au niveau du diaphragme ou au niveau de la gorge. Et ça va venir bloquer un peu la respiration. Donc ça, c'est un des premiers troubles qui peut arriver. Il y a l'insomnie. L'insomnie qui est souvent accompagnée ou qui est avant, on va dire, une dépression ou un burn-out. L'insomnie, elle ne vient pas par hasard. En général, c'est qu'il y a un très haut niveau de stress. Quand je parle d'insomnie, c'est pas j'arrive pas à dormir une fois par mois. C'est vraiment je dors pas ou je dors 1 heure par nuit sur des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Donc voilà, l'insomnie, vraiment la maladie en elle-même. On peut avoir des périodes où on dort moins, on peut avoir des nuits où on ne dort pas du tout, mais si c'est 1 à 2 fois par mois, il faut s'en occuper, mais c'est pas forcément, c'est pas alarmant dans le sens où il n'y a pas un danger immédiat sur la santé. Alors que vraiment le fait d'être privé de sommeil pendant des semaines et des semaines, ça peut être dangereux pour la santé, pour tout ce qu'on a évoqué avant. Ça peut être précurseur d'une autre maladie, ça peut être indicateur d'une autre maladie, dont la dépression, mais il y en a d'autres. En tout cas, c'est une alarme comme quoi il y a un état de santé et il y a quelque chose qui vient stresser l'organisme. Ça peut être tout simplement aussi un problème de nutrition, parce qu'on mange trop ou trop lourd le soir, ou parce qu'on mange trop de protéines le soir, ce qui n'est pas forcément bon pour le sommeil. Ça, on redéveloppera ça sur un live qui sera dédié complètement à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais voilà, à contrario de l'insomnie, il y a l'hypersomnie qui existe aussi. Alors, des gens qui dorment des 14, 15, 16 heures par jour et qui ont ce besoin de dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est aussi indicateur du coup d'un mal-être parce que c'est de la fuite dans le sommeil. Il y a vraiment les deux. Il y a les gens qui ne dorment pas du tout et il y a les gens qui dorment trop. Et comme toujours, les extrêmes en général sont l'un et l'autre pas forcément bons. Dans les problèmes comme ceci, on a les jambes sans repos aussi, qui est un gros problème. Et on va rester dans des problèmes un peu physiologiques. Après, on a les parasomnies. Donc, ça va être tout ce qui va être éveil pendant la nuit, les terreurs nocturnes, des troubles du comportement pendant la nuit, donc le somnambulisme ou le fait d'être hyper agressif pendant la nuit. Ça existe aussi, des gens qui frappent la personne qui dort à côté d'eux en dormant, donc ils ne s'en rendent vraiment pas compte. C'est un sacré trouble du sommeil, ça d'ailleurs, et ça va forcément créer des problèmes au niveau relationnel. Ça peut, enfin voilà, c'est après les répercussions
psychologiques, elles peuvent être vraiment dramatiques. Donc là, on se rend compte que vraiment le sommeil, c'est quelque chose d'important et qu'avoir une bonne nuit, c'est pas forcément donné à tout le monde. Hein. D'arriver à 21h30, 22h30, de fermer les yeux, de dormir 8 heures puis de se lever en pleine forme. À qui ça arrive? Venez témoigner parce que vraiment, on veut vous connaître. Il y en a tellement de ces troubles. Il y a des troubles de l'horloge interne aussi, quand on a des troubles du cycle. Alors ça, ça peut être un problème enfin, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai ma lecture médecine traditionnelle chinoise, il y a la lecture sophrologique, il y a plein de choses qui peuvent expliquer un problème de cycle d'horloge interne. Il y a les cauchemars aussi. Il y a des gens qui vont dormir, qui vont s'endormir très bien, puis qui vont être réveillés 2, 3, 4 fois par nuit à cause de cauchemars récurrents et qui vont venir troubler le sommeil, voire qui peuvent être traumatisants parce que finalement la journée va se passer un peu mal ou bizarrement parce qu'on a des images qui vont revenir. Des fois, il y a des rêves qui sont assez traumatisants. Enfin, moi, je sais que j'ai des images d'un cauchemar que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'étais contente de me réveiller à ce moment-là, parce que c'était pas très cool. Alors, on ouvre les yeux, on n'est pas bien, mais on est content de s'être réveillé quand même si on sait que derrière, on va avoir des problèmes pour s'endormir. Après, le souci aussi avec les cauchemars, c'est que plus on en fait, plus on va générer aussi une peur du sommeil, une peur de s'endormir. Ouais. C'est-à-dire que le soir, ça va être, voilà, j'ai pas envie de dormir parce que j'ai pas envie encore de refaire les mêmes cauchemars que l'année dernière, c'est pas la peine. Donc du coup, on va aussi bloquer cette hormone du sommeil pour qu'elle fasse son travail correctement. Et c'est aussi après, on revient un peu à cette notion dont on a parlé tout à l'heure avec les nouveau-nés, où on aura besoin de retrouver cette sécurité que le sommeil, ça peut bien se passer et ça peut nous faire du bien et pas que créer des peurs et des troubles émotionnels, des troubles aussi corporels, parce que souvent quand on fait des cauchemars, on tremble, on pleure, on transpire. Mais ça permet d'évacuer tout ce qu'on ne veut pas ou tout ce qu'on ne peut pas évacuer la journée. Et donc si un cauchemar est récurrent, je dirais c'est quelque chose de chronique qu'il faut traiter au fait. Donc ça veut dire qu'il y a une information qui essaye de sortir, mais qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas laisser sortir. Et évidemment, on a envie juste de passer à autre chose et d'oublier, mais peut-être que c'est indicateur aussi qu'il y a quelque chose à aller traiter là-dessus. Je n'ai pas terminé avec les troubles, les parasomnies, il y en a encore beaucoup. Il y a les paralysies du sommeil qui sont gentiment acceptées et reconnues. Je me rappelle que quand j'en parlais il y a 20 ans, ouais, une vingtaine, 15 ans on va dire, on me disait ouais, bon, ok, on n'en parle pas. Et maintenant, les gens commencent à en parler. Grâce aux réseaux sociaux aussi, grâce à Internet, on a commencé à faire des recherches dessus. Et on a pu se rendre compte finalement que chacun, ce qui est paralysie du sommeil, c'est particulier. Hein, on a quand même l'impression d'être un peu fou quand on fait ce genre de choses, donc on n'en parle pas forcément. Et si on en parle autour de nous, les gens ne connaissent pas, donc on a l'impression d'être un peu seul à le faire. Donc, utiliser les réseaux sociaux, ça a permis à des gens de pouvoir en parler. Et finalement, c'est quelque chose qui a été reconnu. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas vraiment il y a encore 20 ans et encore moins avant. C'est le fait la paralysie du sommeil, au fait, elle s'explique très bien cliniquement. C'est-à-dire que quand on dort, tu parlais avant des muscles, il y a le cerveau nous paralyse. C'est-à-dire qu'on a une hormone qui est libérée, qui est sécrétée pour nous paralyser, pour nous éviter justement de vivre nos rêves, normalement pour nous éviter d'aller taper notre conjoint ou de nous lever. Enfin, voilà, les troubles du somnambulisme, par exemple, c'est un problème qui est à l'opposé de la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que lui, il ne sécrète pas ou pas assez de cette hormone qui est censée nous paralyser. Et donc, quand on dort, on a cette paralysie qui arrive et qui nous empêche donc de bouger. Qui normalement, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire quand on dort, on est inconscient, donc ça ne nous perturbe pas. Sauf que dans des phases d'endormissement ou de réveil, si on est très stressé, ça arrive souvent dans des périodes où il se passe beaucoup de choses, l'activité cérébrale est assez élevée, ou alors on va faire un cauchemar, enfin quelque chose va nous réveiller. Sauf que soit on est tellement fatigué, soit on n'est pas encore complètement sorti de notre sommeil, on est entre deux états. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui est encore endormie et qui est persuadée d'être encore endormie, et donc on est toujours paralysé. Et il y a notre conscient qui se réveille, ou alors une partie de notre cerveau qui se réveille.
il y a quelque chose en nous qui se réveille. Et ce qui fait que on est réveillé, mais dans un corps paralysé. Et ceux qui l'ont vécu, là, ils ont des frissons parce qu'ils savent ce que ça fait, et c'est ignoble. Et ceux qui ne l'ont pas vécu, tant mieux. Mais non, c'est vraiment assez traumatisant comme expérience. On peut en faire quelque chose de très positif après derrière. Ça peut partir sur des rêves éveillés, des choses comme ça. Certains qui croient à des sorties de corps, peut-être, enfin, je ne sais pas, ça, on peut revenir dessus éventuellement. Mais en tout cas, cette paralysie du sommeil, elle est assez traumatisante. Je ne sais pas si tu en as vécu, toi, Karine. Non, ça, pas personnellement, non. Moi, j'ai pu en vivre à certaines périodes de ma vie. Et c'est vrai que la toute première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que j'étais morte, au fait. Parce que c'était très, très bizarre. Tu te réveilles et tu ne peux pas bouger. Et tu peux vraiment pas bouger. Je me suis dit, mais je vais rester comme ça pour toujours. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Je parlerai peut-être plus lors du prochain live sur les rêves de cette expérience, si ça intéresse les gens d'ailleurs. Mais j'en parlerai volontiers. Mais voilà, enfin, c'est vrai que c'est une expérience qui est assez traumatisante à vivre, mais plutôt intéressante. Mais c'est vrai qu'après, tu te rends compte finalement que enfin, c'est un autre monde, quoi, vraiment. Tu pars dans un autre monde. Bref. Il y a l'énurésie, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est le fait… L'énurésie. Voilà, l'énurésie, merci Karine. Alors ça touche les enfants, T'en mais prie. Non, pas que. pas que. C'est le fait de faire pipi au lit, quoi. Donc évidemment, chez les enfants, on dit chez les enfants souvent que c'est la peur du père, hein, symboliquement. Chez les adultes, ça peut arriver. Et ça aussi, on n'en parle pas. Les gens qui en font n'en parlent pas forcément, parce que pour eux, c'est plutôt honteux. Mais bon, voilà. Et en même temps, l'énurésie, c'est aussi beaucoup lié à la mère. Ah, alors j'avais pas cette lecture-là. D'accord. Dans le sens où c'est souvent maman qui est capable de rassurer dans ces cas-là. Oui, ok. Bon, ça fait sens. Hein, alors, ça peut être lié au père dans le sens où le père n'a pas pris sa place. Ok. Moi, j'avais vraiment donc, la le père peur n'a du pas… père. Exactement. Donc, il n'y a pas de figure d'homme. Donc, maman a la toute puissance, entre guillemets. Donc, maman est… heureusement qu'il y a maman. Okay. Donc, c'est autant… Je dirais, la lecture, quelque part, elle est la même. Enfin, elle est la même. C'est autant le père que la mère, dans le sens où le père n'a pas pris sa place, n'est pas à sa place dans le territoire et ne montre pas cette image de figure paternelle. Et donc, du coup, la mère a la toute puissance. Donc, l'enfant entretient une relation très fusionnelle avec la mère. Mm-hmm. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment la conséquence, on va dire, de la symbolique du père. Mais je pense que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire d'avoir un père qui est pas présent, ça peut faire peur parce qu'il n'y a pas de protection, et que le père, normalement, dans l'archétype, c'est censé être celui qui met des limites, mais c'est celui qui protège aussi. Et un père qui est pas protecteur, mais du coup, qui est même autoritaire, mais trop autoritaire, ça génère cette peur extrême. Et ça risque de générer justement des enfants, souvent chez les petits garçons qui font pipi. Oui, c'est très souvent chez les petits garçons. Chez les petits garçons. Après, chez les filles… Moi, j'en ai eu beaucoup en sophrologie, mais alors vraiment beaucoup, d'enfants que j'ai traités justement pour l'énurésie. Oui. Dans toute ma carrière, j'ai jamais eu une petite fille. Ouais. C'est souvent relié aux garçons parce que justement, c'est cette idée du père. Et faire pipi, ça marque le territoire aussi. Hein. Il y a une notion de… C'est le marquage de territoire. Mais alors, j'ai pas envie de choquer ou de mettre des mauvaises idées dans la tête des gens. Prenez d'un sens large tout ce qu'on dit. Ne nous croyez pas forcément sur parole, faites vos propres recherches. Mais voilà, nous, c'est nos lectures qu'on a. Une autre lecture au niveau des mémoires inconscientes par rapport à ça, ça pourrait expliquer éventuellement des visites nocturnes qui étaient un peu inadéquates. Soit chez des jeunes filles, soit des mémoires liées à ça chez les garçons. Et du coup, de faire pipi au lit, ça évite que quelqu'un d'autre vienne se glisser dans les draps et faire des choses pas très sympathiques. Donc ça, c'est le côté moins… la première partie n'était pas cool non plus, hein, mais c'est un côté pas très sympa. Maintenant, prenez de la distance avec ça. Si votre enfant fait pipi au lit, ça ne veut pas forcément dire que… Mais ça peut être une mémoire, simplement… Oui, c'est ça. Hein. On parle de mémoire. Hein. Moi, je le vois beaucoup justement en psychogénéalogie.
ça peut être vraiment justement des choses qui se sont passées il y a plusieurs générations, Voilà. mais qui ont été imprimées et Et qui se que réveille pour une l'enfant… raison ou pour une autre, parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un rappel, ou il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ça dans cette génération-là. Voilà. Mais ce n'est pas forcément parce que ça se passe là, dans cette génération-là, avec les parents qu'il a à ce moment-là. Voilà. Pas du tout. Et on va passer à un autre. Dans les parasomnies, il y a aussi les hallucinations. Donc, des fois, au réveil ou à l'endormissement, un peu au même moment, c'est souvent là que se passent les choses. Hein. Au même moment qu'on peut avoir une paralysie du sommeil, par exemple, on peut avoir une hallucination, et pour la même raison qu'une partie du cerveau dort et l'autre partie est réveillée. Donc, on ouvre les yeux, on a l'impression d'être réveillé, mais on peut encore avoir des rêves, et du coup, qui vont s'incruster dans le réel. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le cerveau n'aime pas ne pas pouvoir expliquer quelque chose. Pour lui, il faut que les choses soient logiques. Et du coup, s'il y a des images qui viennent, il va falloir les mettre dans le réel. Il n'aime pas les paradoxes, le cerveau. Donc, il faut toujours qu'il nous fasse vivre quelque chose à ce moment-là avec les informations qu'il traite. Donc, au niveau visuel, il va traiter des choses. Et moi, ça m'est arrivé, je me souviens, quand j'étais toute petite, j'ai cru que je m'étais réveillée. Et puis, vu que c'était Pâques, j'ai rêvé qu'il y avait un lapin de Pâques dans ma chambre. Alors, c'était plutôt mignon, tu vois. Je préfère ça que les paralysies du sommeil, s'il faut choisir. Mais C'est aussi quand tu te réveilles, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. ça, c'est moins drôle. Mais oui, si tu habites tout seul, c'est vachement moins drôle du coup. Voilà, des fois, il y a quelqu'un dans la pièce. Hein. Tu remets la couette. Je suis pas là. Oui. Et on a les troubles alimentaires aussi. Il y a des gens qui se lèvent pendant la nuit pour aller manger et qui ne s'en souviennent pas forcément le lendemain, ou qui s'en souviennent. Il y a des gens qui vont ouvrir le frigo et qui vont des placards et qui vont manger pendant la nuit. Donc voilà, notre cerveau ou notre inconscient ou notre corps vit sa propre vie la nuit. Hein. C'est peut-être pour ça que je trouve que mon pot de Nutella, il descend vachement plus vite que je crois. Non, ne cherchez pas des excuses, Karine. En fait, c'est ça, c'est pas ma faute. Bien sûr. C'est Et la nuit comme ça, j'y vais, je m'en souviens. Cathartérie. Je ne sais pas ce que c'est, cathartérie. J'ai peut-être voulu mettre autre chose. Cathartérie, non? Non plus? Non? Non, là, je te suis pas bien sur ce mot-là, mais… Peut-être. Oui, je sais pas. Mais je me demande si c'est pas le fait, tu sais, d'avoir tout d'un coup les muscles qui se crispent à l'extrême et d'avoir des espèces de torsions un peu bizarres au niveau des membres pendant que tu dors. Alors, catharsis peut-être. Mais peut-être, Karine, c'est possible. Je prends tout ce qui vient. Voilà. Alors, moi, je veux parler du coup sur les rôles du coup du sommeil. Oui. Alors, le premier rôle, bien évidemment, c'est le repos. Le repos physique et le repos mental. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est bien évidemment du coup la restauration physique. C'est-à-dire que le corps, justement, se repose, se régénère, le rythme cardiaque se calme, la température s'abaisse. Donc, ça va permettre au corps, justement, de restaurer cette énergie, de garder cette énergie dont on aura besoin pour le lendemain matin. Ensuite, le rôle du sommeil, c'est aussi de travailler sur le système immunitaire et du coup de rebooster aussi notre système immunitaire puisque nous augmentons la production de globules blancs pendant la nuit. Ce qui veut dire que ça va aider aussi à la restauration des tissus ainsi que la réparation des blessures, notamment des plaies qui cicatrisent aussi plus vite pendant la nuit. C'est aussi le rôle du sommeil de nous aider à grandir. Puisque pendant notre phase de sommeil profond, nous avons la production d'hormones et notamment l'hormone de croissance. C'est ça. Le rôle du sommeil, c'est aussi aider notre petite mémoire, puisque le cerveau va travailler justement à enregistrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus durablement les informations. Donc notre mémoire travaille, elle, tranquillement aussi pendant la nuit. Et puis, bien évidemment, le rôle du sommeil, c'est aussi ces fameux rêves, puisque ça va nous aider justement à libérer, à lâcher au niveau de l'inconscient tout ce qu'on aura vécu dans la journée
ainsi que nos peurs, nos blocages, donc là qui ressortiront sous forme symbolique. Mais le sommeil, il est là aussi pour nous aider, enfin pour aider notre inconscient aussi, lui, à faire son travail de tri pour éviter que ce soit un petit peu trop engorgé. Alors, je me permets de rajouter une petite chose. Pardon, j'ai une vidéo là qui s'est terminée sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Instagram, on a eu marre. Je crois qu'on a fait trop. C'est l'heure de dormir. Voilà, ils sont endormis. On a presque fini, ça va, Insta. Oui, c'est bon. Par rapport au... Je veux juste rebondir sur quelqu'un dans les commentaires qui met par rapport aux troubles, à ce qui peut venir troubler le sommeil. C'est tout ce qui est de l'ordre géobiologique. Donc les perturbations électroniques, électriques, magnétiques, perturbations du lieu de vie, etc. Il met donc tout ce qui peut être perturbé par un déséquilibre de l'environnement proche. Donc on parlait de... Non, je vais pas aborder le sujet. Continue, Karine. Je garderai ça pour plus tard. Bah, faut garder des surprises. Moi, j'en avais fini avec les rôles du sommeil, qui sont quand même plus qu'essentiels justement pour notre bien-être et pour continuer à agir correctement aussi dans la journée, hein, parce que forcément, si notre corps est reposé, si notre mental est reposé, si notre système immunitaire est reboosté, si nous avons grandi, enfin nous à notre âge maintenant c'est fini, hein, mais si notre mémoire a pu aussi bien se régénérer, si nos rêves nous ont aidés à bien libérer notre inconscient, eh bien dès que notre petit réveil sonne, nous sommes en pleine forme pour affronter une nouvelle journée. Bien sûr. Si ce n'est pas le cas, c'est là où je te laisse terminer. Quelles sont les conséquences donc, si ce n'est pas le cas, que notre sommeil, il a fait tout, il a joué tous ses petits rôles correctement? Bon, on en a déjà un petit peu parlé. On en a déjà un petit peu parlé. Hein. Les conséquences, elles sont physiques ou psychologiques. Donc, un mauvais sommeil peut aussi nous apporter donc, du coup, une prise de poids importante, des angoisses, des crises d'angoisse, des peurs de ne pas dormir. Donc, du coup, si j'ai des nuits d'insomnie, j'aurais plus peur d'aller me coucher parce que j'aurais peur de ne pas m'endormir. Tu en parlais aussi avant, peur de faire des cauchemars. Donc, émotionnellement, ça va pas nous aider non plus. Ça peut partir sur des dépressions. Ça peut partir sur plein de choses, au fait, sur des maladies de type problèmes digestifs, problèmes d'assimilation. Ça, j'ai déjà parlé des prises de poids, mais ça peut être à cause de l'hormone, ça peut être... Il y a le diabète aussi qui va être pas mal lié au sommeil. Voilà, oui. Oui, et plus les problèmes de sommeil vont être importants, plus le risque de diabète aussi augmente. Bah, tu as vu, de nouveau, on connecte. Hein, je parlais de sucre, donc c'est ça. C'est que plus on va être fatigué, plus on va avoir tendance à se ruer sur des calories rapides. Et on aura envie de choses qui nous donnent de l'énergie tout de suite. Donc, le café, mais tout ce qui est aussi sucré. Donc, on va plus facilement aller être attiré par des choses sucrées et du grignotage. Donc, forcément, des risques de diabète qui sont plus accrus. Il y a aussi au niveau des maladies, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a aussi l'hypertension qui va aussi se développer parce que forcément, ça va amener beaucoup de stress hein, de ne pas dormir. Donc, l'hypertension aussi va peut-être faire son apparition. Et puis, les risques infectieux, étant donné que la nuit, justement, notre système immunitaire se rebooste avec cette hausse des globules blancs. Si ce n'est pas le cas, eh bien forcément, on risque de s'exposer à un peu plus d'infections. Mais comme on le disait au départ, de toute manière, le fait de dormir va nous aider à nous maintenir en vie. Donc, j'ai envie de dire, on peut quasiment... Il y a énormément de choses, ce serait très long quand même. Ça, ce sont les principales. Effectivement, il y a énormément de choses peut-être qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui vont se révéler à cause du manque de sommeil. Le sommeil est vital. Donc, de toute manière, un manque de sommeil qui est récurrent ou le fait de ne pas dormir pendant un certain temps va forcément avoir des répercussions violentes et graves sur le corps. Il y a des tests qui ont été faits comme ça avec des gens qui ont essayé de ne pas dormir ou qui ont essayé de changer leur rythme ou qui ont carrément été vivre dans des grottes des grottes, dans un lieu complètement coupé de la société, sans rythme de lumière, sans rythme, aucune information, coupé du monde. Et c'est vrai qu'ils ont réussi plus ou moins à trouver leur propre rythme, mais ils en sont sortis avec quand même des troubles anxieux
et des problèmes au niveau physique. C'est important. Donc oui, évidemment, le sommeil n'est pas anodin et est vital. Je crois que… Forcément, ça va être aussi la fatigue, hein, Ah bon? quand on accumule des nuits sans sommeil, forcément, au bout de quelques jours, le corps il va avoir un petit peu de mal à continuer à être aussi efficace et aussi actif. Ouais, le Et corps… puis, on avait discuté aussi toutes les deux tout à l'heure quand on préparait, tout ce qui est aussi accident du travail et accident de la route, parce que forcément, notre attention Mhm. aussi va être beaucoup affectée par le manque de sommeil. Ouais. Donc, les Alors, accidents les gens qui risquent d'être plus conduisent, nombreux. les gens qui conduisent, tout simplement, les réflexes vont être réduits. Donc, si on a mal dormi ou alors qu'on doit prendre des médicaments pour dormir, évidemment que la conduite ou travailler avec des engins, des machines de chantier, ou, voilà, ça va être perturbé. Et il y a plus de risques d'accident également. Effectivement, c'est bien de le souligner. Donc voilà pour notre live, en tout cas sur le sommeil en général. Hein. Là, on vous a parlé vraiment des grandes lignes. Mhm. Et puis, donc, comme on vous a annoncé, on vous retrouvera sur ce mois de juin sur différentes thématiques liées au sommeil, en commençant par, normalement, la semaine prochaine avec les Les rêves. rêves, ça va être C'est formidable. notre copain Freud qui va être content. Ah bah tu m'étonnes. Ou notre copain Jung aussi, parce que lui aussi, il a fait beaucoup de choses sur les rêves. Ouais, bah malheureusement, on va pas pouvoir les inviter en guest star sur le live, mais vous inquiétez pas, on vous a trouvé On va d'autres voir la photo. qui sont. On pourra mettre la photo avec une petite bougie. On va vous trouver d'autres intervenants qui sont vraiment formidables. Et moi, j'ai hâte de discuter de tout ça parce que c'est juste passionnant et que c'est bien d'être un peu éveillé sur ce qui se passe pendant notre sommeil. Donc, n'hésitez pas à partager vos rêves les plus fous, on va dire. Oui, et n'hésitez pas à nous envoyer soit en commentaire, soit en message privé, soit en demandant d'intervenir sur le live de la semaine prochaine, ou quand on pourra le faire. Je pense que ce sera la semaine prochaine, si tout va bien. Et si vous voulez intervenir, faire des témoignages sur des rêves éveillés, sur des paralysies du sommeil, sur des apnées du sommeil, enfin voilà, toutes informations, ou même sur tout ce qui est perturbation, parce qu'on n'en a pas parlé énormément, mais ça fait partie, environnementale, tout ce qui va être géobiologique. Et il y a une autre partie un peu plus… Non, mais non, j'en parlerai pas. Je laisse le mystère planer. Vous vous ferez votre propre idée sur le genre de perturbation qui peut arriver pendant la nuit. On en parlera sûrement la semaine prochaine. Bon, bah écoute, c'était un plaisir, Karine, de faire ce live avec toi encore une fois. Et j'ai hâte. Mais partagez. Et bah, qu'est-ce qu'on peut dire en attendant? Eh ben, on peut souhaiter une bonne nuit. On peut souhaiter une bonne nuit, effectivement. Passez des bonnes nuits. Portez-vous bien. Pleine de beaux rêves. Pleine de beaux rêves. Prenez bien soin de vous. Et puis, Prenez soin de vous. Brillez les stars. brillez les stars. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ah, ça, Ah. c'est sûr. On se fait la miniature déjà? Parce qu'on va oublier sinon après. La miniature pour YouTube. Sur le sommeil. Print to screen. Et du coup, il faut que j'appuie en même temps. Eh oui, tout de suite, je t'en prie, c'est monsieur.